Je vais vous lire en fait quelques extraits. Le premier passage que je vais vous lire, en fait, c'est les premières lignes du livre, euh, dans lesquelles vous verrez en fait la problématique du livre. La pluie arrive, bon, on va peut-être partir en courant un moment, ne vous inquiétez pas, bon, c'est pas grave. Euh, donc la problématique du livre, parce que je suis philosophe de formation, et donc ça fait partie de mon métier de commencer quoi que ce soit par une problématique. Donc, vous trouvez la problématique du livre, et vous trouverez, vous devrez normalement identifier vous-même, et là je crois qu'il pleut vraiment, donc j'attends de savoir les instructions des chefs. Oui, ça va? D'accord. Euh, je vous laisse faire le lien entre la problématique du livre et le titre du banquet, à savoir lire, lier. Écrire les livres que j'ai écrits ne me prédisposait nullement à me mobiliser. Pour parvenir à les écrire, j'ai passé au contraire beaucoup de mon temps à m'immobiliser. J'ai maté en moi bien des élans qui, tous les jours, me poussaient à aller au dehors. J'ai cherché sans relâche à me séparer physiquement du reste du monde et de l'accélération de ses flux, pour m'isoler des autres dans le calme statique et clos de mon bureau. Dans cette bataille contre moi-même, seuls mes cours et mes séminaires faisaient véritablement exception. Parce que je savais qu'ils nourrissaient mes livres, je n'ai jamais craint qu'ils me fassent perdre mon temps. J'y ai vu au contraire la mise à l'épreuve réelle de mes hypothèses et une source inépuisable de circulation affective qui, à chaque fois, avait la vertu de me remettre au travail. Tout le reste, en revanche, dont j'ai évidemment essayé de faire quelque chose pour moi-même, était toujours perçu aussi comme une menace, celle de me déconcentrer et de me faire dévier de ma route. Étant alerté des dégâts physiques, affectifs et intellectuels de l'idéal ascétique, étant aussi convaincu que la meilleure des agricultures était celle qui laissait reposer la terre et qui multipliait les friches, je m'autorisais bien évidemment toutes sortes de sorties et avec elles une multiplicité d'expériences vitales. Mais dès que j'étais dehors et avec les autres, je craignais toujours en même temps de dévier de ma tâche et je devais à chaque fois recommencer l'effort d'une séparation. Rien d'étonnant dès lors à ce que j'ai toujours eu tant de mal à m'inscrire sans prendre aussitôt d'infinies distances dans les logiques collectives du monde du travail. Rien d'étonnant non plus à ce que je n'ai à ce jour presque jamais connu de lutte sociale et que je ne sache pas grand-chose de l'organisation d'une assemblée générale, d'un piquet de grève ou d'une manifestation. Pendant les années qui précédèrent ce récit, les rares fois où me prit l'envie de défiler dans la rue, j'avais toujours éprouvé une drôle d'impression, celle de mimer l'ouvrier, l'acteur des vraies luttes sociales, et d'être venue là en fait un peu en dilettante, peut-être juste pour voir, avant de vite retourner me réfugier dans le calme tiède de mon bureau. Mais durant toutes ces années, je n'ai pas cessé de me dire que cette séparation, que j'avais moi-même choisie, conduisait pourtant à une division du travail hautement problématique. Car pendant tout ce temps, je me disais que celui qui écrit des livres ne s'occupe pas de faire tourner les machines et d'organiser la matière du monde, pas plus qu'il ne s'implique dans la mobilisation sociale, qu'il laisse ses tâches à d'autres, travailleurs, ouvriers, délégués syndicaux, militants, étudiants, et que c'est d'ailleurs ce qui le rend très respectable aux yeux de certains, l'auréolant du prestige de l'auteur, dont les mains fines ne se compromettent ni dans les lourdes tâches du monde matériel, ni dans la dureté des luttes. Pendant toutes ces années, j'étais en réalité sans cesse reconduite à la même question. Le simple fait de devoir mener à bien mes livres tout en m'acquittant des tâches quotidiennes de mon propre foyer était déjà si épuisant. Comment aurais-je pu assumer, en plus de tout le reste, une place active dans l'organisation matérielle du monde et dans la lutte si nécessaire des collectifs de travail que je voyais refleurir un peu partout? Je me sentais appelée à les rejoindre et je m'en sentais en même temps incapable. Ce livre raconte pourtant une toute autre histoire. Il raconte le passage de la publication de mon dernier livre, Il faut s'adapter, à mon basculement brutal dans l'action. Il décrit la succession rapide des étapes par lesquelles ce livre, qui m'a d'abord séparé du monde, m'a finalement projeté au milieu de ces luttes sociales et de ces innombrables champs de force, immenses et minuscules, auxquels je n'étais évidemment pas préparée. Il raconte surtout comment ce basculement soudain m'a obligée à me transformer, accomplissant au fond ce qu'on peut rêver de mieux quand on écrit un livre. Je vais maintenant vous lire un passage sur un de ces champs de force immenses et minuscules. Ça se passe dans un studio de radio. En fait, vous allez voir, ça se passe à Bordeaux et à Paris en même temps. Sur le front médiatique, les invitations se maintiennent et à la faveur du mouvement social, elles ont même tendance à se multiplier.
Pour y répondre, mon critère de sélection est simple et le contrat toujours clair. Soit je parle depuis ma propre mobilisation, soit je n'interviens pas. C'est alors que je reçois une invitation importante qui me donne une tribune inespérée pour défendre la lutte. Guillaume Erner, l'animateur vedette de la matinale de France Culture, m'invite à venir présenter mon livre et à expliquer en quoi il éclaire les enjeux de la mobilisation actuelle dans le monde de l'éducation et de la santé, pour, dans une deuxième partie, en débattre avec Catherine Fabre, députée La République En Marche de Gironde et rapportrice de la réforme des retraites. Le matin de l'émission en direct, je me sens tout à fait prête. Nous sommes le 13 janvier et je me rends à l'aube au studio de France Bleu, car je préfère parler depuis ma ville, Bordeaux, pendant que notre députée, elle, est à Paris. Installée au micro, attachée par le casque, guidée par le technicien, j'écoute le lancement de l'émission avec le plus grand calme. Même si ma voix est déjà abîmée par quelques semaines de mobilisation, je suis sereine, décidée comme à chaque fois, à faire confiance et à me laisser porter. Depuis 1 an que j'ai affaire aux médias, j'ai toujours été si bien traitée. Sauf que cette fois, et alors que l'émission vient à peine d'être lancée, rien ne se passe comme prévu. Quelqu'un, mais qui, a changé la programmation. J'ai juste reçu un petit SMS de la production. Il y aura un léger changement d'horaire, mais pour le reste, me dit-on, je cite, « tout restera le même ». Je découvre en direct que je suis finalement en duplex, pour seulement quelques minutes, avec 2 défenseurs acharnés de la réforme des retraites, et que nous sommes censés disserter en tant qu'experts sur les atermoiements du Premier ministre concernant l'âge pivot. Tandis qu'un bruyant tourbillon d'interrogations tourne dans ma tête, je n'entends même plus les questions que me pose l'animateur. Je perçois juste dans un vague brouillard que le niveau de la discussion est consternant. J'ai l'impression d'être sur un plateau télé un soir de grande écoute, sans profiter de l'audience qui permettrait de compenser l'épreuve, et sans être physiquement sur place pour affronter les yeux dans les yeux mes 3 adversaires à la fois. La captation vidéo de l'émission est édifiante, les commentaires des auditeurs aussi. L'animateur ricane à l'avance de me voir trébucher. Il met en scène mes embarras d'intellectuelle laborieuse qui ne connaît rien au vrai dossier, en mimant lourdement le geste de s'essuyer le front et en jetant des coups d'œil de connivence à ses camarades. Eux semblent presque gênés, nous n'avons en fait rien à nous dire. Et je n'aurais évidemment jamais accepté un tel débat, auquel je dois participer sans mon consentement. Mais puisqu'on vient de me faire mal, je vais cogner à mon tour, tout en restant poli. Et avec le peu de voix qui me reste, je conseillerais à Pascal Perrineau, le sempiternel expert des plateaux télé, de lire au moins quelques livres sur le néolibéralisme, car il n'y connaît visiblement pas grand-chose. Et après leur avoir rappelé que la réalité de la retraite pour les jeunes, c'est que certains de nos étudiants en sont à dormir dans leur voiture, je leur annoncerai à tous un printemps social. Ils seront prévenus, nous sommes très en colère et nous sommes très nombreux. Le masque est tombé, mais l'armure que je m'étais forgée à la hâte pour me préparer à l'émission a à peu près tenu. J'ai eu chaud et j'ai eu de la chance. Avec quelques courtes nuits de plus, si mes forces physiques et psychiques avaient été un peu plus affaiblies par la mobilisation, j'aurais pu me laisser durablement humilier. Je me dis que je viens de faire là une expérience fondamentale. Je n'arrive pas à croire que ce brutal changement de ton arrive par hasard et qu'il tienne seulement à la personnalité de l'animateur. Le problème est certainement plus grave et plus structurel. Si les médias respectent globalement les auteurs de livres, surtout quand ils publient chez Gallimard et quand ils regardent la situation de loin, beaucoup d'entre eux, on le sait bien, n'hésitent pas soit à ignorer, soit à brutaliser tous ceux qui s'engagent dans l'action. On pourrait se dire que c'est de bonne guerre. Vous êtes vindicatif et vous voulez lutter. Ne sommes-nous pas là pour vous opposer aussi brutalement que vous les droits de la défense et les contre-arguments de vos adversaires? Sauf que le combat n'est évidemment pas à armes égales. Eux ont le micro, la maîtrise des techniques et du métier, le dispositif, le contrôle du temps, des invités et de l'agenda. Nous sommes pathétiques, réduits à essayer de nous faire entendre et à balbutier pendant quelques minutes au fond de notre duplex. Nous avons sûrement bien plus à y perdre qu'à y gagner, et je me dis qu'on ne m'y reprendra plus. Sauf que la même radio me redonnera la parole 2 jours plus tard, pour un débat de haute tenue avec l'un des meilleurs spécialistes du néolibéralisme, m'offrant une occasion de réparation que je n'arriverai pas à refuser. La relation avec les grands médias est-elle pour ceux qui s'engagent nécessairement destructrice?
Parfaitement novice en la matière, brutalisé le lundi matin et si bien reçu le mercredi après-midi, je ne sais plus trop quoi répondre à cette question, et je me dis qu'il faudra un peu de temps, celui de l'expérience, pour le savoir. Alors je vais vous lire maintenant les 11 thèses sur la grève que j'ai rédigées à la fin de l'ouvrage. Elles seront un peu complexes à suivre, peut-être un peu hermétiques à la lecture, puisqu'on ne peut réellement les comprendre que quand on a lu tout le récit qui précède. Donc ce n'est pas très grave si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas un problème. Je pense que vous percevrez certaines choses sans aucune difficulté, et que si ça vous donne envie de lire le livre, c'est l'essentiel. Je voudrais vous dire, avant de les lire, que le plus douloureux dans ce récit, qui est aussi plein de joie, ça a été non pas le conflit avec Guillaume Erner, mais les conflits plus ou moins larvés avec les collègues et surtout avec les étudiants. Et en fait, ces 11 thèses ne s'adressent absolument pas à Guillaume Erner, mais aux collègues et aux étudiants et aux lecteurs en général. Voilà. Donc, laissons de côté la question des médias, même si elle est très importante et elle a sa place ici. Mais c'est surtout à ceux qui veulent lutter, à ceux qui n'arrivent pas à lutter, à ceux qui commencent à lutter et qui s'arrêtent, bref, à nous tous que s'adressent ces 11 thèses. Évidemment, c'est lié aux thèses sur Feuerbach de Marx, donc c'est aussi une discussion avec le marxisme et avec les marxistes contemporains. Première thèse. Comme tout phénomène, une mobilisation ne peut apparaître et n'avoir lieu que dans l'espace et dans le temps. Kant, critique de la raison pure. C'est ce qui la rend visible avec ses affiches et ses banderoles, et vécue avec ses moments partagés où se déploie tout le spectre des tonalités affectives. Or, contrairement à ce que croyait Kant, ni l'espace ni le temps ne sont a priori, et ils ont été démolis. Toute remobilisation implique donc d'abord, au stade où nous en sommes, que nous prenions politiquement au sérieux la question de l'espace et de ses lieux, et la question du temps et de ses rythmes. De là découle un nouveau matérialisme qui ne porte pas seulement sur la juste allocation des ressources, pas plus qu'il ne s'en tient aux moyens de production, au capital et à l'argent, mais qui considère l'organisation ou la démolition de l'espace et du temps et des manières minuscules de vivre qui en découlent comme une question pratiquement critique, tout aussi importante que celle précitée. Deuxième thèse, notre espace n'est ni l'environnement numérique de travail, ni le vide intersidéral où s'affrontent les atomes dans la compétition. C'est pourtant ce qu'il est devenu. Utilisons la grève pour reconquérir nos lieux et redécouvrir leur histoire. Nous comprendrons alors que la mobilisation est comme la retraite, qu'il n'y a pas de régime universel où chaque mobilisé aurait à compter ses points, qu'il n'y a que des régimes spéciaux liés à la place particulière que chacun occupe et que chacun invente, ici et maintenant, exactement au lieu où l'on habite, avec ses forces, ses faiblesses, ses contraintes et son histoire. On fait toujours une grève à plusieurs, mais on la fait nécessairement à sa façon, en lien avec les lieux précis qui sont les nôtres et avec leur histoire. Premier argument pour miniaturiser les luttes. Troisième thèse. Notre temps n'est pas cette ligne unilinéaire qui irait vers la fin, l'espace intersidéral de la compétition mondialisée, et qui nous obligerait sans relâche à accélérer nos rythmes, précipitant d'un même pas notre salut et notre effondrement. Les néolibéraux que nous sommes héritent ici de l'évolutionnisme mondialiste de Herbert Spencer, et Spencer hérite lui-même des philosophies de l'histoire, Hegel au premier chef et Marx à sa suite, qui sécularisent la structure eschatologique de la promesse de saint Paul, celle d'une résurrection des corps à la fin des temps. Utilisons la grève pour vaincre en nous cette ombre de Dieu et revenir à un présent partagé et ralenti, ici et maintenant, qui se laisse remplir et compliquer par les contradictions sursaturées du passé et qui, ce faisant, rend l'avenir complètement ouvert. Refusons tout agenda mondial et substituons-lui la polyphonie de nos emplois du temps minuscules qu'il nous faudra jour après jour tenter de coordonner entre eux. Deuxième argument pour miniaturiser les luttes, tout en les inscrivant évidemment dans un monde plus vaste. Quatrième thèse, il n'y a aucune relation logique entre la grève et la masse, et c'est même plutôt le contraire, car on le sait maintenant, la grève n'aura jamais lieu à la fin, elle n'aura jamais lieu tant qu'on attendra d'être très nombreux, des centaines, des milliers ou des millions pour être finalement des milliards. La grève n'est pas générale, mais elle est très spéciale. Elle a lieu maintenant, et avec les quelques-uns qui sont là,
ou bien elle n'a pas lieu. Un argument de plus pour la petite échelle. 5e thèse, il n'y a aucune relation logique entre la grève et le grand capital. Oui, il y a des têtes, des chefs et des capes, et oui, ils sont largement responsables de la démolition. Car ce sont bien les grands capitalistes, les grands chefs d'entreprise, les chefs d'État qui nous ont tous imposé le cap d'un capitalisme mondialisé. Mais gardons-nous de la lourde métaphysique de la cause, de la substance et du sujet qui produit de la démobilisation en masse. Car à bien y regarder, les maîtres du cap sont le plus souvent, pas toujours, hors de notre portée, et cela nous donne précisément envie de tout abandonner. Dommage, car le premier adversaire de la grève est le plus souvent juste là. C'est nous-mêmes, nos manières précises et minuscules de faire, de sentir et de penser. C'est celles de nos proches, de nos amis et de nos collègues, qui, comme nous, se sont imprégnés du néolibéralisme et se sont conformés à son agenda. C'est l'ensemble du monde social réel que chaque jour nous subissons passivement et auquel nous participons nous-mêmes activement en l'organisant selon des réseaux de force et de contre-force minuscules et extrêmement compliqués. La grève n'est pas nécessairement une affaire brutale de masse et de contre-masse. Elle réclame bien plus souvent le tact, la précision et l'art de la dentelière qui toujours se joue dans les détails. 6e thèse, il n'y a aucune relation logique entre la grève et le sacrifice, pas plus qu'entre la lutte et la souffrance. Oui, quand on se mobilise, il faut être prêt à prendre le risque de recevoir des coups et d'avoir mal. Mais il faut aussi prendre le risque de se faire beaucoup de bien et d'éprouver de grandes joies. Plus déstabilisantes, c'est vrai, que les petites peines et les petits plaisirs de nos vies routinisées. Cette vision sacrificielle de la grève est une conséquence de la structure eschatologique du temps politique dominant, une autre déclinaison de la même ombre de Dieu. L'idée est que pour obtenir l'optimum à la fin, il faudrait sans cesse se battre, soit selon la version gradualiste, réformiste et néolibérale de la lutte, soit selon sa version dialectique, en sacrifiant un agneau, un Christ ou le prolétariat. 7e thèse, la grève n'est pas logiquement associée à la souffrance, mais elle ne peut faire l'économie du conflit, avec soi-même et avec les autres autour de soi. Il n'y a là nulle version édulcorée du sacrifice christique, car il faut rappeler ici ce que disaient et vivaient les Grecs, à la différence de la croix, qui renvoie la joie à plus tard, et qui en fait la récompense finale d'une peine. L'agone, le polémos et l'iris, toutes ces formes helléniques du conflit, si familières aux philosophes, sont rudes, mais leur rudesse fait immédiatement du bien et procure aussitôt de la joie. Le conflit ici ne vise pas à détruire les adversaires, mais à entrer en tension et en contact avec eux, pour qu'on en sorte tous changés. La grève, c'est le moment par excellence où l'on s'éprouve et où l'on se rencontre, où nos relations se transforment et se chargent en intensité. De ce point de vue, c'est évidemment éprouvant, et c'est bien souvent fatigant, mais d'une fatigue qui régénère et qui transforme, plutôt qu'elle n'use et ne détruit. Le travail de la grève est de ce point de vue l'antonyme exact de la pénibilité, dont certains voudraient eux aussi compter les points. 8e thèse, parce que la grève se déclenche quand nos organisations, nos raisonnements et nos procédures sont devenus trop vieux pour ce qui nous arrive, parce qu'elle arrive quand nos concepts ne conviennent plus à nos affects, elle suppose le déblocage de l'imaginaire et la production buissonnante d'images jamais vues. Kant avait certainement raison de penser qu'entre nos affects et nos concepts, l'écart était si important qu'il fallait, je cite, un art caché de l'imagination pour produire une synthèse. Mais ici, il s'agit d'autre chose, parce que rien ne tient a priori, pas même les catégories. Vient un moment où tous les concepts, même ceux qui semblaient indéboulonnables, se délitent et s'effondrent, laissant nos affects affluer sans que plus rien ne les organise. Alors se déclenche la prolifération sauvage des images, dans nos têtes et sur nos murs, à la limite du permis et du défendu, au-delà en tout cas de ce qu'il est normalement convenu de penser. Raison de plus pour décaper la grève et sa puissance imaginative, des clichés et des stéréotypes dans lesquels, avec le renfort de la morale et de la métaphysique, on essaie de l'enfermer. 9e thèse. Mais pour que les images débloquent plutôt qu'elles ne dérapent, il faut leur donner du temps et de l'espace. Il faut reconquérir les temps communs et les places publiques qui sont les conditions de la démocratie. Ici s'esquisse, par-delà le néolibéralisme et son déclin, un front immense, celui de la lutte de tous et de chacun contre le tournant numérique,
qui supprime tous les espaces communs et tous les temps partagés, et contre le virage ambulatoire, qui confine chaque atome dans sa sainte famille et dans sa bulle de proches et d'aidants. Ici, c'est certain, il faudra intensifier la manipulation fine des machines et apprendre à les saboter. 10e thèse. Une grève sert donc à se remettre au travail, celui des mains qui découvrent de nouveaux gestes, mais aussi celui de la pensée, obligé de s'asseoir et de chercher de nouveaux chemins. Car ce qui importe, ce n'est pas seulement de transformer le monde, c'est aussi de l'interpréter. Et de ne pas le faire tout seul dans son coin, mais en exposant tous les savoirs à leur confrontation mutuelle, sans hiérarchie a priori, mais avec la plus grande rigueur. Or, c'est là précisément le sens exact et la fonction sociale de l'université que de permettre à toute une cité qui pense de s'asseoir ensemble pour s'affecter et se disputer au sens de la disputatio. Permettre des assises de la pensée qui, à ce prix seulement, nous rendent à nouveau pratiquement critiques. Marx et les vrais marxistes n'auraient pas dit autre chose. Une suite d'actions sans pensée n'est pas une mobilisation, mais de l'agitation. Or, tout est à faire, car nous ne savons absolument pas de ce qui vient quoi penser. 11e et dernière thèse. Redéfinie ainsi, la grève m'apparaît à la fois comme un moment exceptionnel et comme un état permanent, indéfiniment reconductible. Exceptionnelle parce qu'elle rompt avec le cours des choses et parce qu'elle correspond à un moment de basculement. Définitive parce qu'il s'agit de reconstituer l'espace. Définitive parce que s'il s'agit de reconstituer l'espace, le temps, la rencontre, l'action et la pensée, nous aurons du mal à nous arrêter en si bon chemin. Je ne sais plus qui disait qu'il faut savoir arrêter une grève. Cela pouvait s'entendre tant qu'on la sortissait de ses pesantes déterminations métaphysiques et chrétiennes. Masse, substance, sujet, cause, cap, eschatologie, souffrance et sacrifice. Je crois plutôt qu'il faut apprendre, dès le plus jeune âge, à savoir l'imposer et la reconduire, et dans les moments d'adversité, à savoir l'intensifier. Certains, à ce compte-là, sont entrés en grève dès leur premier jour d'école. D'autres ont basculé plus tard, au collège, au lycée ou sur les bancs de l'université. D'autres, beaucoup plus tard encore, sont en train de basculer maintenant ou basculeront au dernier moment, au crépuscule de leur vie. Peu importe au fond. Tous ces gens ne forment pas une masse, certes, mais ils sont en grève tout seuls, ce qui n'est pas une bonne chose, ni pour eux-mêmes, ni pour la grève. Et ils sont si nombreux. Alors les choses sont simples, il faut prendre la carte de chez soi et le calendrier de la semaine et se connecter à eux en les connectant entre eux. Parce que notre grève ne fonctionne pas avec les lois de la masse, mais parce qu'elle bâtit petit à petit un réseau de résistance, elle sera probablement à ce titre définitive. Le livre devait s'arrêter là, normalement. Donc le sous-titre, c'était « Récit de mobilisation, 17 novembre 2018, 5 mars 2020 ». 5 mars parce que c'était le mouvement de l'université. L'université qui devait s'arrêter à nouveau comme en 2009. Et normalement, tout devait s'arrêter là. Et il y a eu le confinement. Il y a eu donc le 17 mars. Et nous avons décidé, avec mes éditrices, d'ajouter une postface que j'ai rédigée dans les conditions du confinement et que je vais vous lire, qui est très courte et qui s'appelle « La grève confinée ». C'est pourquoi d'ailleurs donc le sous-titre a changé par un hasard finalement bienvenu. C'était le 17, donc 17 novembre 2018, c'est le début du mouvement des Gilets jaunes, 17 mars 2020 et non plus 5 mars. À Bordeaux, comme dans beaucoup d'autres universités de France, le 5 mars a été un relatif succès. Il nous a en tout cas donné de l'élan et notre petit agenda s'est en quelques jours rempli d'une multiplicité de tâches. On commençait tout juste à s'organiser. On comptait sur l'air énergisant du printemps qu'on sentait arriver au fond du ciel bleu pour nous déployer dans l'espace et commencer à expérimenter ensemble un autre rapport au temps. En quelques heures, le virus va tous nous renvoyer chez nous, condamnant certains à une solitude brutale et confinant beaucoup d'autres dans des foyers trop peuplés, pendant que quelques chanceux profiteront du calme de leur jardin pour avancer dans leurs œuvres, ou pour simplement, selon la formule consacrée, prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches.
Pendant que l'on décompte nos premiers morts, et alors qu'une panique mondiale se répand d'est en ouest et du nord au sud, je ne peux m'empêcher de me demander ce que ce virus est en train de produire sur notre lutte minuscule. Bien sûr, il aura commencé par nous donner raison, ayant emprunté les lignes aériennes et les trains à grande vitesse pour se diffuser un peu partout sur la planète. Il vient de mettre à nu la mort certaine à laquelle nous conduit le cap de la mondialisation, en même temps que l'incurie criminelle de tous les capitaines qui, pendant des décennies, en ont fait la pédagogie. Comme nous dans les cortèges, il clame à tous ceux qui ne voulaient pas l'entendre qu'au nom de la compétition mondiale et de l'innovation, notre système sanitaire a été démoli, au point qu'il n'a même plus de masque ni de blouse pour se protéger du désastre. Parviendra-t-il à traîner nos responsables devant les tribunaux ? Nul ne le sait encore. Mais aux pédagogues arrogants d'un monde ouvert, mobile et au flux accéléré, il oppose déjà la nécessité impérieuse des clôtures, des stases et du ralentissement de tous les flux. Par un tour de force que personne n'aurait pu imaginer, il les contraindra même, en quelques heures, à suspendre leur révolution, les obligeant à nous mettre en grève, au chômage ou à la retraite, on ne sait plus bien, confinés en tout cas, et jusqu'à une date indéterminée dans la clôture de nos foyers. En mettant le monde entier à l'arrêt, le virus n'est-il pas notre meilleur allié ? Je me dis plutôt que si on le laisse conspirer avec les dangereux capitaines qui nous dirigent, il pourrait bien achever de nous décomposer. En nous assignant à résidence et en nous rivant tous à nos écrans, petits et grands, pour que nous appliquions le grand plan de continuité des activités pédagogiques, numériques, administratives et économiques que nos gouvernants ont pensé pour nous, ils tentent de poursuivre et d'aggraver la révolution atomique. Évaluation, compétition, sélection et numérisation doivent continuer à s'imposer sans délai, nous dit-on, et quoi qu'il en coûte, à nos foyers surmenés. Pendant que les inégalités qui déjà nous divisaient sont en train d'exploser, les plans de continuité décident de tout, pour nous et dans notre dos. La dissolution immédiate de toutes les agoras, de tous les conseils et de tous les groupuscules où la démocratie tentait de reprendre vie, désormais identifiés comme de dangereux foyers infectieux, réalise au fond le rêve biopolitique du néolibéralisme, celui d'un monde plein de risques et de menaces, où les troupeaux, par nature irrationnels et ignorants, doivent apprendre à suivre sans résistance et dans la discipline les ordres éclairés des bergers. Non, depuis le 17 mars, le virus n'a pas généralisé notre grève. Il nous l'a plutôt violemment confisquée. À moins que l'on réinvente la grève confinée. Je réfléchis alors toute seule aux 11 thèses que je viens de rédiger, et je me dis que la situation me donne peut-être l'occasion de les radicaliser, puisqu'il s'agit de revoir ensemble nos minuscules manières de vivre, et de s'en tenir d'abord à ce qui se joue ici et maintenant. C'est là où je suis avec les miens que je continuerai ma grève. Nous éteindrons nos écrans, et nous déjouerons toutes les continuités que l'on a pensées pour nous, en nous concentrant plutôt sur les incroyables discontinuités que le réel nous impose. Nous nous replierons sur nous-mêmes, sans oublier ceux, étudiants, amis lointains et proches parents à qui nous tenons et auxquels nous resterons reliés par un fil, pour essayer de réfléchir lentement et ensemble à ce qui nous arrive. Nous apprendrons à habiter le même espace, à coordonner nos minuscules emplois du temps et à lutter contre les partitions délétères de la Sainte Famille, qui toujours menacent de se reconstituer. En nous transformant nous-mêmes, nous essaierons au fond de faire, sans plus attendre et à une échelle plus miniature encore, ce que j'avais entrevu. Il me restera juste à espérer que mes quelques camarades, disséminés un peu partout dans la ville, sont en train de faire pareil, et que je les retrouverai plus forts et mieux armés le jour de la sortie, pour l'immense travail de reconstruction qui nous attend. Je vous remercie.